C'est curieux, ça. Pourquoi j'ai fait ce cauchemar? La guillotine? Il y a sûrement un rapport avec la Révolution française. Zappe-toi en 1789. Bien joué, la zapette. Je crois qu'on est tombé en plein dans le mille. Il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma Bonjour, messieurs, dames. Vous allez où d'un si bon pas? Et avec nous, mon garçon, tu vas comprendre. Vous allez à un mariage? Un mariage. Moi, je dirais plutôt un divorce. Je ne sais pas d'où tu sors, mais nous, on a faim. Depuis 2 ans, entre les inondations, la sécheresse et la grêle, les récoltes sont catastrophiques et le prix du pain a augmenté de 50%. À ce point-là? Et avec tout ce qu'on doit payer, aux nobles, à l'église et au roi, comment tu veux qu'on mange? Mais vous allez divorcer d'avec qui? Avec vos fourches? Avec les privilèges. Avec ce régime qui nous assaille d'impôts. T'as pas l'air au courant, mais ça chauffe de partout. En Bretagne, en Bourgogne, en Alsace, en Provence. Viens avec nous, on monte sur la capitale. Pourquoi ils s'énervent tous, là? Parce qu'on arrive chez notre bon seigneur, l'aristo. On va lui dire 2 mots au passage. On va lui expliquer que c'est pas bien de nous réclamer ce qu'on peut pas lui donner. Ça peut plus durer. Et si je comprends bien, vous voulez la tête du roi? Le roi? On n'a rien contre lui. On l'aime bien, mais il faut que ça change. Alors là, je comprends plus. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Détrompe-toi. À la veille de la Révolution, le peuple ne réclame pas la tête du roi. Tout juste veut-il limiter ses pouvoirs et mettre fin aux injustices et aux inégalités. Car la France de Louis XVI vit sous un régime féodal. Le peuple, enfin, le tiers-état comme on l'appelle, croule sous le poids des impôts payés au roi, aux seigneurs et au clergé. Et pendant ce temps, à Versailles, on mène la grande vie. Certains nobles perçoivent même de belles pensions, comme la comtesse de Polignac, qui reçoit 500 000 livres par an. C'est 1000 fois le salaire d'un ouvrier, et pourtant les caisses du royaume sont vides. Cette faillite est due surtout au soutien de la France dans la guerre d'indépendance américaine. Lafayette et ses amis ont coûté cher pour lutter contre les Anglais. Bref, il faut trouver des sous. Les ministres du roi, dont Necker, proposent de faire payer l'impôt à la noblesse qui, bien sûr, n'est pas d'accord. C'est pour ça que Louis XVI décide de réunir les États généraux. Une grande assemblée où sont représentés la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les députés du tiers sont choisis parmi les bourgeois, car les paysans et les ouvriers ne savent ni lire ni écrire. Enfin, le roi demande que l'on rédige partout en France des cahiers de doléances dans lesquels les Français font part de leurs plaintes. Nul doute qu'en ce printemps 1789, on est loin d'imaginer l'ampleur que va prendre la Révolution. Mais la colère gronde. Et que signifie cette intrusion? Oh là, mes gens! Oh là! Alors, mon bon seigneur, on a une bonne descente? Il va faire un gros rôle, Aristo. Bah, madame... Et si on le passait par la tête avec son fauteuil? Pitié, pas par la fenêtre. J'ai rien Calme, fait. mes amis, du calme, pas de violence. Mais vous avez raison, mon petit marquis, vous n'avez rien fait. Rien fait pour nous aider, surtout. C'est bien dit, Ariel. Et puis, Sa Majesté touche peut-être une petite pension, lui aussi. Comme tous ceux qui sont dans les petits papiers du roi. Ah non, ça c'est sûr. Ah non, ça je vous l'assure. Moi, je ne suis qu'un petit marquis. Eh bien, mon petit marquis, ça va changer. Vous aussi, vous allez mettre la main à la bourse. Notre bon roi a décidé la réunion des États généraux. Ça vous la coupe, hein? Excusez-moi de vous interrompre, mais ça va lui servir à quoi de réunir les États généraux? À
Faire payer des impôts à la noblesse et au clergé. Ouais. Alors ça, ce sera un véritable tour de force. Nous faire payer l'impôt à nous, non pas que ce sera injuste, je ne dis pas ça. Mais moi, j'y crois pas. Allons-y pour les états généraux. Alors vous paraissez drôlement confiant. Simple question d'arithmétique. Chaque ordre ayant droit à une voix, ça nous fait donc une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, une voix pour le peuple. Oh, non. Que voulez-vous qui nous arrive? Eh bien, nous en reparlerons. Allez, mes amis, j'ai rendez-vous avec ma bonne amie Olympe de Gouges. En route pour la capitale. Si ça vous intéresse, monsieur le marquis, je vous tiendrai au courant des prochains événements. Mais ça va être chaud. Je crois que ton marquis a du mauvais sang à se faire, Fred. Car dès l'ouverture des États généraux, la question du vote par ordre ou par député est posée. Avec une voix par ordre, il est clair que le peuple n'avait aucune chance de se faire entendre face au clergé et à la noblesse dont les intérêts sont souvent liés. Les députés du tiers-État vont donc réussir à changer les règles du jeu. Le tiers refuse de se constituer en ordre séparé selon l'ancien système. Donc il souhaite que les deux autres ordres se réunissent à lui. Devant leur réticence, finalement, il prend les devants et, rejoint par quelques députés du clergé et de la noblesse, le 17 juin 1789, il proclame l'Assemblée nationale. Le roi refuse le vote par député. Il fait fermer la salle des États généraux, mais les députés se réunissent dans la salle du jeu de paume et jurent de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est le serment du jeu de paume. Et puis le 23, il y a une séance royale, une espèce de coup d'arrêt que le roi veut faire en disant tout ça est nul et non avenu, etc. Séparez-vous, dispersez-vous en quelque sorte. Et les députés restent en séance. Le roi envoie son maître des cérémonies et Bailly lui répond pratiquement sans se retourner « La nation assemblée, monsieur, n'a pas d'ordre à recevoir ». Et Louis XVI finalement va céder et il va même déclarer « ils veulent rester, foutre qu'ils restent ». Mais le roi n'a pas dit son dernier mot. Il renvoie son ministre Necker qui était favorable à la réforme des impôts, provoquant la colère du peuple. Et il concentre autour de la capitale 30 000 soldats pour prévenir les désordres. À Paris, la peur et la tension montent. Citoyens, j'apporte des nouvelles graves. J'étais au café de Foix, au Palais Royal. J'y ai rencontré un certain Camille Desmoulins, un avocat qui arrive de Versailles. Il affirme que les troupes du roi préparent un massacre pour cette nuit. Il parle même d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Oh. Et alors ? Alors, Camille Desmoulins est monté sur une chaise, un pistolet dans une main, une épée dans l'autre, et il a crié « Aux armes ! Aux armes, citoyens ! Formez vos batailles !» Fred, la Marseillaise n'existe pas encore. Elle ne sera écrite qu'en 1792. Excusez-moi. Bon, il en a de bonnes, ton Camille Desmoulins. Mais les armes, vous allez les trouver où ? Aux Invalides, pardi. 3000 fusils et 12 canons y sont stockés. On n'a qu'à déstocker. Ah, mais la poudre, on la trouve où? À la Bastille, par exemple. Ah, bonne idée, à la Bastille. Allez, mes amis, tous aux Invalides. Fais attention, ça devient violent. Allez, mes amis, tous avec moi. Le 14 juillet au matin, une foule de Parisiens envahit les Invalides pour s'emparer de fusils, de baïonnettes et de canons. T'es passé où, Fred? T'es pas ressorti? Non, mais je rêve ou quoi? Vous êtes en train d'éplucher des patates alors que l'huile est sur le feu? Mais vous faites quoi exactement? Je m'appelle Antoine Parmentier, je suis pharmacien militaire. Je suis très surpris que vous ayez reconnu dans ces tubercules la pomme de terre. C'est un légume révolutionnaire, vous savez. La patate? Un légume révolutionnaire? Expliquez-moi ça. Si vous saviez à quel point j'ai du mal à faire savoir toutes les vertus de la pomme de terre. Elles sont très nombreuses. Et en ces temps de disette, elles seraient d'un très grand secours pour le peuple tout entier. Non, évidemment. Mais la Cour ne veut rien savoir. L'Académie des sciences non plus, d'ailleurs. Pourquoi donc? Ils prétendent que la pomme de terre transmet la lèpre. Moi-même, j'en ai consommé pendant 1 an chez les Prussiens, quand j'étais prisonnier. Et je n'ai pas la lèpre, que je sache. En tout cas, vous avez raison. Avec un bon cornet de frites ou un hachis dans l'estomac, le peuple serait pas descendu dans la rue, hein. Si j'allais en parler au roi de vos patates. Je vous emprunte quelques patates, je vous les rendrai avec intérêt. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes nutritionniste. Au revoir, monsieur Parmentier. Nutri quoi?
messieurs, je me présente, Fred, représentant en agroalimentaire. Breguet, de la maison Breguet, horloger. Docteur Guillotin, représentant en rasoir. Vous êtes là depuis longtemps, monsieur Breguet? Oh, je vais vous dire, au moins depuis de bonnes heures. Mais vous avez une montre magnifique. C'est une montre à gousset. Bien sûr qu'elle est belle. C'est une nouveauté, tout juste sortie de nos ateliers. Le roi va adorer. Il adore les mécanismes de précision. Vous pourriez me la prêter? J'ai un copain aussi qui aime beaucoup la mécanique. Ah bon? Ah bah dans ce cas, je vous explique. Elle est automatique. Pas besoin de la remonter. À l'intérieur, on a placé un petit balancier. Quand vous entrez en mouvement, quand vous marchez, par exemple... Sa Majesté, le roi vous attend, monsieur Breguet. Ah bah c'est dommage, j'ai été coupé. Contrairement à quelques idées répandues, Louis XVI ne s'intéresse pas seulement à la serrurerie. Il se passionne pour les sciences en général et surtout pour la géographie. Il s'intéresse aussi aux affaires de l'État, mais là, il se montre souvent indécis et influençable. Ça le passionne beaucoup moins que son aïeul Louis XIV, qui était un roi très consciencieux, très travailleur. Et ça va avec l'indécision, qui reste quand même le trait dominant de sa personnalité. Louis XVI est aussi profondément attaché à l'Église, ce qui lui posera beaucoup de soucis lors des grandes réformes révolutionnaires. Je dirais qu'il est plus dévot que religieux. Il est très soumis à Rome et aux prêtres, chose que n'étaient pas ses aïeux. En fait, son image a été ternie par des nobles de la cour qui ont fait courir des rumeurs. Son impuissance sexuelle, le doute sur sa paternité à la naissance du dauphin ou encore les infidélités de Marie-Antoinette. Ces privilégiés de la cour ont en quelque sorte scié la branche sur laquelle ils étaient, parce que ce sont eux qui ont vraiment ruiné l'image du roi dès avant la Révolution. Grossière erreur. C'est encore plus long que chez mon dentiste. Au fait, docteur Guillotin, vos rasoirs, ils ont de l'âme? Ah non, une seule suffit. Mais ce rasoir, comme vous dites, c'est le rasoir national. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous comprenez, je ne vois vraiment pas pourquoi les criminels devraient subir des châtiments différents selon qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils font partie de la noblesse ou du bas peuple. C'est totalement injuste. La solution, c'est ça. Si je comprends bien, vous faites ça par souci d'égalité. Vous êtes une sorte d'humaniste. Mais je suis pour que tous les coupables puissent mourir la tête haute. Façon de parler, docteur Guillotin. Sa Majesté, le roi vous attend, docteur Guillotin. Sais-tu au moins, Fred, que ce bon docteur Guillotin n'est pas du tout l'inventeur de la guillotine? L'engin a été mis au point par l'un de ses confrères, le chirurgien Antoine Louis, qui s'est inspiré d'ailleurs d'une machine qui existait déjà en Italie. Avant la guillotine, seuls les nobles étaient décapités, à la hache ou à l'épée. Les misérables, eux, étaient pendus ou écartelés. C'est dans un souci d'égalité que Guillotin, député du tiers-État, a proposé ce nouveau procédé à ses collègues de l'Assemblée. Ça peut nous paraître bizarre de nos jours, parce que la guillotine a une image très négative, mais sur le moment, c'était un réel progrès. Et la première personne à avoir été exécutée par guillotine est un condamné de droit commun qui a été exécuté le 25 avril 1792 dans la cour du Carrousel. Et d'ailleurs, le public a été déçu, parce que les gens ont trouvé que c'était trop rapide. Sa Majesté, le roi ne peut vous recevoir aujourd'hui. Une urgence l'a appelé. Rien de grave, j'espère? Non, c'est la serrure de la cave qui est bloquée. Vous lui direz qu'il ferait mieux de s'occuper des affaires du pays, plutôt que réparer les serrures. Tenez, coupez-les en fines rondelles, vous lui ferez des chips. Et puis moi, je vais rejoindre mes copains. Non, ça va, je m'en occupe. Salut les amis, bonjour. Ah, Fred. Alors, comment ça s'est passé cette prise de la Bastille? Ah bah nous on a eu chaud, hein. Une centaine des nôtres sont tombés sous les feux du marquis de Launay. Mais il a capitulé et ils ont promené sa tête au bout d'une pique dans tout Paris. Ah oui. Mais la Bastille est tombée et avec elle tout un symbole royal. Le 14 juillet. Ça c'est une date qu'il faudra pas oublier de fêter. Au 14 juillet. Ça, on ne l'a pas oublié, ce 14 juillet 1789. Après avoir pris d'assaut les Invalides pour s'emparer de canons et de fusils, les révolutionnaires se rendent à la Bastille pour y trouver de la poudre. Les pourparlers tournent mal. Le marquis de Launay, gouverneur de la Bastille, fait tirer sur la foule. Il y a une centaine de morts. Après 4 heures de combat, la forteresse tombe aux mains des assaillants.
La Bastille, c'est aussi un symbole, et ça c'est très important. Pourquoi c'est un symbole? Eh bien parce qu'on peut y être interné sur simple lettre de cachet du roi, sur simple document écrit, signé du roi, sans procès, sans avocat. Un symbole de l'arbitraire royal est tombé. Louis XVI est obligé d'accepter tout ce qu'il avait refusé auparavant. Il promet d'éloigner ses troupes de Paris et il rappelle Necker aux finances. Puis il vient à Paris et accepte bon gré mal gré de porter la cocarde bleu-blanc-rouge, le nouveau signe de ralliement des Français. Les Parisiens l'acclament, mais à Versailles, c'est la panique. Son frère, le comte d'Artois et d'autres proches du roi s'enfuient à l'étranger. Bonjour à tous. Olympe. Tiens, Fred. Je te présente mon ami Olympe. Enchanté, Olympe. Assieds-toi. Ariane m'a dit que vous défendez la cause des femmes. Oui, j'essaie de les engager dans le combat révolutionnaire, mais... Enfin, j'essaye. J'ai écrit 12 pamphlets cette année. Le dernier s'intitulait « La France sauvée par les femmes ». J'ai bien peur que ça n'ait pas beaucoup plu à nos législateurs. Vous êtes journaliste, en quelque sorte? Oui, si on veut, mais on a interdit la publication de mon dernier journal, qui s'appelait pourtant « Le Journal du Peuple ». Olympe est une artiste aussi. Elle écrit des pièces pour le théâtre. Enfin, pour l'instant, je passe tout mon temps dans les tribunes des Jacobins et à l'Assemblée. Vous faites de la politique, quoi? Oui, voilà, de la politique. Je lutte pour la liberté et l'égalité. Mais pour l'heure, le pays va mal, les amis. Le chômage, la misère ont mis sur les routes des milliers de vagabonds qui pillent les campagnes, qui brûlent les récoltes. Et alors? Et alors, les paysans sont armés. On dit même, mais c'est une rumeur, que des mercenaires étrangers auraient été engagés par des aristocrates pour égorger les paysans. C'est la panique. Écoutez-moi. Les paysans pillent les châteaux. Ils brûlent les archives. C'est la grande peur. Je vous le dis, ça sent la fin des privilèges. Tiens, d'ailleurs, ça, il faudrait que j'écrive. Martin, du papier. Je devrais peut-être aller prévenir notre bon marquis. Merci. À bientôt. À bientôt, Fred. Dis donc, l'abolition des privilèges, c'était quand déjà? La nuit du 4 août, Fred. C'est dans 15 jours. Bah c'est bientôt. Je vais voir le marquis. Oh là là, ça chauffe chez le marquis. Monsieur le marquis, où êtes-vous? Monsieur le marquis, c'est moi. Oh, encore vous? Enfin, ils m'ont tout pris. Alors faites comme bon vous semble. Mais je suis pas venu vous terroriser. Je suis venu vous raconter la suite des événements, je vous l'avais promis. Vous auriez peut-être pu venir un petit peu plus tôt, non? Enfin... Quoi de neuf? Je peux vous dire que ça va pas s'arranger pour la noblesse. Dans quelques jours, tous vos privilèges vont tomber. Non? Le servage? Oui, le servage. Les corvées? Les corvées. La justice seigneuriale? Ouais. Et tous vos droits féodaux. C'est pas possible! Mais si, je vous l'assure. Mais comment vous savez ça, vous? J'ai mes sources. Je peux même vous dire que ça va pas s'arranger pour le clergé. Pour le clergé aussi? Ce serait trop vous demander d'aller porter la nouvelle à mon ami, le curé de notre paroisse. C'est bien pour vous faire plaisir, hein. Mais en attendant, je vais passer un coup de fil aux pompiers qui vous envoient les Canadaires. Oui. Sinon, tout va cramer. Les Canadaires, mais enfin, c'est qui les Canadaires? Oh, mais non, ça suffit, les Canadaires! Mais non, pas les Canadaires! Pas les Canadaires! Oh non! La grande peur gagne presque tout le pays. À l'Assemblée aussi, les députés ont peur, en particulier la noblesse et le clergé. Il faut agir vite. C'est la nuit du 4 août 1789. Il y a eu des propositions un petit peu extravagantes qui consistaient, de la part de très grands aristocrates, à dire eh bien, j'abandonne mon privilège sur le droit de chasse, je supprime mes corvées, etc. Au bout du compte, il a été décidé l'égalité de principe pour tous, égalité fiscale, égalité devant l'impôt, et suppression des ordres, des dignités et des privilèges. Dans cette folle nuit du 4 août, toute la société de l'Ancien Régime s'écroule. Mais en aucun cas la propriété privée n'est menacée, même celle des nobles. Les droits féodaux doivent être rachetés, ce qui favorise les paysans les plus riches. Ça doit être là. Bonjour, monsieur le curé. Je viens pas me confesser, je viens vous parler. J'étais chez le marquis et je viens vous informer que d'importants changements vont bouleverser l'église. Mon Dieu. Parle-moi, mon fils. Eh bien voilà,
Vous allez devenir fonctionnaire, mon père. Mais je suis déjà fonctionnaire de Dieu. Oui, mais là, c'est fonctionnaire d'État. Pour combler la dette du pays qui s'élève à 4 millions de livres, ils vont nationaliser les biens de l'Église. Nationaliser? Oui, nationaliser. Ils vont évaluer vos presbytères, vos couvents et tout le reste. Ils vont les vendre à qui voudra bien les acheter. Et en contrepartie, ils vont mettre en circulation des assignats. Enfin, je veux dire, une nouvelle monnaie. C'est une aberration. Il faut tout refuser, en bloc. Ça, je vous le déconseille, mon père. Vous pourriez être exilé, voire pire. Oh non. Petite nature, le curé. Bon, moi, je retourne à Paris. La nationalisation des biens du clergé sera débattue à l'Assemblée à l'automne 1789. L'idée, proposée d'ailleurs par Talleyrand, l'évêque d'Autun, est de combler le déficit de l'État qui augmente depuis le début de la Révolution. Il faut prendre l'argent là où il est, dans les coffres de l'Église. L'Assemblée décide de saisir les biens du clergé pour les vendre. En contrepartie, l'État prend en charge le salaire des prêtres. Tous les membres du clergé sont payés par l'État 1200 livres. C'est la somme qui échoit à un curé de campagne, désormais, donc qui devient, au même titre que les enseignants aujourd'hui, par exemple, un fonctionnaire d'État. La réforme ne s'arrête pas là. L'Assemblée décide, sans l'avis du pape, de changer l'organisation de l'Église. Par exemple, les évêques et les curés sont désormais élus par le peuple. C'est la constitution civile du clergé à laquelle les prêtres doivent prêter serment. Puisque les prêtres devenaient des fonctionnaires, ils devaient donc prêter serment à l'État, comme n'importe quel fonctionnaire. Et c'est là que le bas blesse, car le clergé dépend avant tout de la papauté. Et donc on voit naître dès la deuxième partie de l'année 90 une tension entre le pape, d'une part, et l'Assemblée nationale, d'autre part, qui va déboucher à un divorce progressif. Et donc lorsque ce serment va être exigé, eh bien les prêtres vont se diviser en deux catégories. Ceux qui prêtent serment, bien entendu, qu'on appelle les prêtres jureurs, et ceux qui refusent ce serment, qui restent fidèles au pape, qu'on appelle les réfractaires. Plus tard, pendant la Révolution, les prêtres réfractaires seront poursuivis et persécutés. Mais nous n'en sommes pas encore là. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Ils l'ont votée. C'est le début de la démocratie, alors? Oui, si tu veux. Bah regarde, on parle de liberté d'opinion, de liberté de croyance, de liberté d'expression. Oui, mais ils ont oublié de parler de l'esclavage, du suffrage universel, de l'égalité des sexes, et j'en passe. T'as pas tort. Mais ils parlent aussi de séparation des pouvoirs, d'égalité civile et fiscale entre les citoyens, de présomption d'innocence pour les accusés. C'est quand même pas rien. Tu vas voir ce qu'ils vont en faire de tout ça. Bah faut pas être pessimiste comme ça. Ça va pas, Fred? Oh, salut Ariane. Bonjour Olympe. Non, j'étais en train de penser tout haut à la Déclaration des droits de l'homme. Vous avez vu, ils l'ont placardé partout. Ah oui, ça on l'a vu, hein. Et bientôt, on va pouvoir afficher aussi la Déclaration des droits de la femme. Non. Si. Mon ami Olympe en a commencé la rédaction. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Écoute un peu. Vas-y Olympe, lis-lui un passage. Bon, alors juste un passage parce que j'ai rendez-vous. Article 10, par exemple. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit aussi avoir le droit de monter à la tribune. Pas mal, et voilà. Hein? C'est vrai, ça. Bon, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un rendez-vous. Guillaume! T'as vu? C'est quelqu'un, celle-là. Hein. Enfin, c'est quand même que des mots, tout ça. Au fait, tu sais ce qu'on a fait pendant ton absence? Non. On est allé lui demander du pain au roi. Du pain au roi, mais quelle idée! Et tu sais pas? On l'a pris en otage et on l'a ramené à Paris avec toute sa famille. Le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est pas vrai. Et c'est encore une femme qui était à la tête des opérations. Ne me dis pas que c'était toi. Non. J'aurais bien aimé, hein. Mais c'est Théroigne de Méricourt. Encore une sacrée bonne femme, celle-là. Le 5 octobre, environ 8000 femmes venues des faubourgs de Paris décident de marcher sur Versailles. Elles veulent obtenir du roi des mesures pour ravitailler la capitale en pain. Bientôt, des milliers de Parisiens les rejoignent. Leur idée est de ramener le roi et sa famille à Paris pour le surveiller, car Louis XVI fait de la résistance. Il refuse de signer le décret sur l'abolition des privilèges et de ratifier la Déclaration des droits de l'homme. On le soupçonne même de préparer un coup de force militaire. La famille royale doit se résoudre à abandonner Versailles pour s'installer aux Tuileries à Paris. Louis XVI devient l'otage des Parisiens. Tous ses déplacements sont surveillés.
J'irais bien voir ce que fait le roi entre quatre murs. Alors, il est où le nouveau? C'est pas possible, ça, j'ai encore filé mon bas. Il est d'hier, c'est pas Dieu possible, hein. Il est là, il est là. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Vous déménagez le palais ou quoi? Il semblerait que notre bon roi veuille préparer un pique-nique avec sa petite famille. Un pique-nique? Je dirais plutôt un banquet. Vous avez vu toutes les bouteilles de vin qu'il emmène? Oui, écoutez, on se passe de vos réflexions, hein. Vous penserez à prendre l'argenterie et vous irez demander à la lingerie de préparer des tenues de domestiques. Des tenues de domestiques pour le roi et sa famille? Oui, bon, restez pas dans mes pattes, Maïté. Oui, il semblerait qu'il veuille préparer un petit jeu. Un jeu? À mon avis, ils préparent plutôt leur fuite. Bon, vous avez vu l'heure. Oui, bon, ça va. Oui, c'est l'heure, je vais aller border Sa Majesté. Border Sa Majesté? Bah oui, toutes les nuits, je dors au pied de son lit. Au cas où il aurait besoin des services. Tenez, donnez-moi un coup de main. Faites-moi un nœud, là. Alors, vous voyez, je me fixe une petite cordelette au poignet, comme ça, il n'y a qu'à tirer, et Sa Majesté est servie. Et c'est lui. Vous avez vu, c'est marrant. C'est drôle, ça. C'est aussi son chien de garde. Bon, ça suffit maintenant, Maïté, hein? Je suis son valet de chambre, monsieur, je m'appelle Lemoine. C'est moi, son homme de confiance. Bonne nuit, le moine. Bonsoir, monsieur. Eh ben, j'espère que ce soir, il va ouvrir l'œil, hein, parce qu'il risque d'avoir des surprises. Eh oui. Le 21 juin au matin, le moine va trouver le lit du roi vide. Pendant la nuit, toute la famille royale s'est enfuie de Paris. Le roi décide de partir à Montmédy, rejoindre les princes émigrés et leurs armées dirigées par le marquis de Bouillé. Le roi était déguisé en valet de chambre, tout se passe apparemment très bien, il fait très chaud, il a sans doute pris du retard sur la route parce qu'il s'est arrêté pour pique-niquer, hein, pour boire, ça on va beaucoup le raconter après coup. À la fin de la journée du 21 juin, le roi arrive à Sainte-Menehould où il est reconnu par l'aubergiste et également maître de poste, Drouet, qui a des doutes sur l'identité, donc le laisse partir, mais va le rejoindre à Varennes, où il sonne l'alerte. Et à Varennes, le roi est arrêté dans l'épicerie, auberge également, de Monsieur Sauce. Dès son arrestation, l'Assemblée constituante le suspend de ses fonctions. Il rentre à Paris au milieu d'une foule silencieuse et méprisante qui ne se découvre plus sur son passage. L'abolition de la royauté est désormais à l'ordre du jour. Salut la compagnie. Tiens, on se demande toujours d'où il sort celui-là. La question. Salut, citoyen Fred, assieds-toi. Alors, quoi de neuf chez vous? Tu sais qu'il nous a fait une fugue, Louis XVI. Bon, personne n'a été dupe. Hein. Non. Il avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait qu'il allait avec sa famille à Metz chez ses bons amis et qu'il reviendrait quand tout serait propre et sec. Bah oui. Et alors, il est revenu. Oh, Manu Militari, oui. On va le ramener celui-là. Et ça a changé quoi tout ça? Ça a foutu la pagaille chez les révolutionnaires. Explique-moi. Les cordeliers, tu sais, ceux de Danton et de Marat, ils veulent plus entendre parler du roi. Ils veulent une république. Les Jacobins, eux, ils sont plus modérés. D'une part, ils exigent le départ du roi, mais ils veulent mettre à sa place un régent, Philippe d'Orléans. C'est son cousin. Et à l'Assemblée, les députés, ils disent quoi? Ah ben on va demander à Olympe, elle en vient. Olympe? Oui? Fred voudrait savoir, les députés, qu'est-ce qu'ils disent à l'Assemblée? Ils veulent que la révolution s'arrête. Plus de vagues. Du coup, ils ont même réussi à faire voter ce matin même un décret qui innocente le roi et le rétablit dans toutes ses fonctions. Oh non! C'est pas la honte, ça? Alors, si je comprends bien, toute votre révolution, là, elle a servi à rien. Doucement, doucement, là. Attention, Fred. Le sujet est sensible. Après la fuite du roi, la révolution se complique. Cette fois, Louis XVI perd bel et bien la confiance du peuple et les révolutionnaires se divisent sur son sort. Le 17 juillet 1791, les cordeliers menés par Danton et Marat appellent les Parisiens à se réunir au Champ de Mars pour signer une pétition qui réclame la déchéance du roi. Mais la manifestation tourne au drame. Le maire de Paris, Bailly, décide d'envoyer Lafayette avec ses troupes, c'est-à-dire la garde nationale, pour rétablir l'ordre, et Lafayette fait tirer dans la foule. Au bout du compte, il y a une cinquantaine de morts lors de cette journée du 17 juillet 1791. Alors, à la suite, ça bat en fait sur l'opinion publique, sur la presse, ce que l'on appelle la terreur tricolore, c'est-à-dire qu'un certain nombre de journaux sont interdits et de journalistes sont obligés de s'enfuir, comme Marat par exemple. Finalement, Louis XVI doit se résoudre à accepter la Constitution, la première Constitution de la France. Le 14 septembre 1791, il prête serment devant l'Assemblée.
C'est la fin de la monarchie absolue de droit divin. Elle fait place à une monarchie constitutionnelle dans laquelle le roi garde un certain nombre de pouvoirs. Une nouvelle assemblée est élue, mais uniquement par les citoyens aisés, qui paient un impôt, le cens. Cette situation provoque la rancœur du peuple d'un côté et celle du roi de l'autre. Moi, je me demande bien comment il va s'en sortir, le roi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si j'allais faire un tour à la cour du roi? Mais ça va pas mieux, Fred? Tu trouves une petite mine, non? Vous avez raison. Je vais prendre l'air. Dites donc, mon cher Lemoine, on dirait que le roi dort sur ses deux oreilles en ce moment. Vous avez plutôt bonne mine. Non, mais enfin, je veux dire, ça va plutôt bien entre les députés et le roi. Il n'y a plus de problème. Écoutez, attendez-moi une seconde, je vais porter ça au petit salon et je vais vous expliquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? On a cru comprendre que le roi allait utiliser son droit de veto pour l'histoire des prêtres réfractaires. Pour les quoi? Mais si les révolutionnaires veulent obliger tous les prêtres à accepter la constitution civile du clergé, sinon ils seront considérés comme réfractaires, enfin comme rebelles si vous voulez. Mais à mon avis, le roi ne signera jamais ce décret. Il a toujours été du côté du curé. Comment vous savez tout ça, vous? Quand on déshabille une reine tous les soirs, on finit par apprendre des choses. Dites donc, ça réfléchit au petit salon, hein? On dirait qu'il complote. Il complote quoi? Bah, il parlait de guerre. De guerre? De guerre contre qui? On va t'expliquer, tiens. La guerre contre les autres monarchies d'Europe. La Prusse, l'Autriche. Et cette guerre, elle plairait bien à notre bon roi parce qu'il pense que notre armée révolutionnaire va être battue par les armées de ses bons amis. Comme ça, il pourrait récupérer son petit royaume et continuer à bricoler ses serrures tranquilles. T'as compris, citoyen? Oui, bah enfin, c'est pas évident de tout comprendre d'un seul coup, hein. Bah, demande à ton narrateur, là, il va t'expliquer, lui. Bah oui, demande-y. Vous avez déjà vu l'émission? Bien sûr que non. Pas besoin, on n'entend que lui. Bon, bah vas-y, explique, toi. Discrètement. Narrateur. C'est malin, tu m'as fait repérer. En attendant, sans moi, tu seras un peu perdu. Bon, je t'explique. La guerre menace parce que les monarchies européennes voient d'un très mauvais œil cette France turbulente. D'ailleurs, certains révolutionnaires français sont favorables à un conflit pour porter la liberté et la révolution au peuple d'Europe. Louis XVI lui-même n'est pas opposé à la guerre, mais pour d'autres raisons. La guerre, effectivement, est votée le 20 avril 1792 avec l'aval du roi, ce qui peut paraître surprenant puisqu'il déclare la guerre à ses propres parents et à ses soutiens, on peut dire d'une certaine manière. Mais Louis XVI sait très bien qu'en déclarant la guerre, eh bien, la révolution risque de s'effondrer. En effet, les réformes très nombreuses qui se sont enchaînées ont désorganisé, en grande partie, entre autres, l'armée. Il y a une grande contestation qui s'est développée, entre autres, contre les officiers d'origine aristocratique. Et donc Louis XVI pense qu'en encourageant les partisans de la guerre, eh bien, il va entraîner l'effondrement du gouvernement révolutionnaire. Les premières batailles sont catastrophiques pour l'armée française. La tension monte dans la capitale. Dès le 20 juin, la foule rentre dans les Tuileries et met un bonnet phrygien sur la tête de Louis XVI. Et puis, des bruits courent, comme quoi Louis XVI et d'autres aristocrates qui sont encore présents en France comploteraient avec les ennemis de la France. La déchéance du roi est à l'ordre du jour. Mais coup de tonnerre, le chef de l'armée prussienne menace de décimer toute la population parisienne. C'est le manifeste de Brunswick. Le 10 août 1792, tout bascule. Danton prend le pouvoir à l'hôtel de ville. C'est la commune insurrectionnelle de Paris. Les insurgés attaquent les Tuileries. Les combats font plus de 1000 morts. Le roi se réfugie auprès de l'Assemblée, et puis donc la foule s'empare finalement des Tuileries alors que le roi n'y est plus. Et c'est à l'issue bien sûr de cet épisode que finalement prend fin la monarchie constitutionnelle et que la Révolution rentre dans une étape tout à fait nouvelle, une étape beaucoup plus radicale, bien entendu. Louis XVI et sa famille sont internés à la prison du Temple. Cette fois, c'est la fin de la monarchie constitutionnelle. Quelques semaines plus tard, après la victoire de Valmy en septembre 1792, la Première République est proclamée. Sa première mission est de régler le sort du roi. C'est pour ça que je voudrais que vous compreniez. Bonjour Olympe. Ah, bonjour, citoyen Fred. Alors, toujours en train de faire campagne? Je suis sûr qu'elle est en train de vous vendre les droits de la femme, c'est ça? Toujours aussi drôle, hein? T'as eu la presse? Ouverture du procès du roi. Oui, figure-toi que je me suis proposée comme avocate pour le roi, mais il a préféré Malesherbes. Avocate du roi? Mais je te croyais révolutionnaire. C'est difficile, citoyen Fred. C'est ça, la révolution. Le droit pour tous d'être défendu devant les tribunaux. Hein? Même pour le roi? Oui, même pour le roi. En attendant, je crois qu'il va lui laisser des plumes. Ah, les plumes, le chapeau, la tête, l'alouette. Le procès du roi a lieu devant un tribunal bien singulier. Ce sont les députés de la Convention, la nouvelle Assemblée, qui le jugent.
Il s'agit donc d'un procès, disons, politique. Le roi est accusé de conspiration contre la sûreté de l'État. On a découvert dans son armoire de fer des Tuileries sa correspondance avec les monarques européens, mais aussi avec certains de ses généraux. Sa condamnation à mort est votée à une voix près. 361 pour, 360 contre. Louis XVI est exécuté le 21 janvier 1793, place de la Révolution. La reine, Marie-Antoinette, subira le même sort 9 mois plus tard. Cette fois, je crois que c'est fini pour le roi. Plus rien ne pourra le sauver. Oh là là, j'aime pas ça. Le roi serrurier est mort! Ah voilà, c'est fini. En tout cas, c'était pas mon tour de passer sur l'échafaud. C'était pourtant quelqu'un de bon! C'est incroyable les réflexions des gens. Faudrait savoir ce qu'ils veulent. En tout cas, la révolution continue. Et elle est loin d'être finie. Tiens, Fred, on va faire une expérience. Zappe-toi le 10 octobre 1793. Une expérience? Si tu veux. Oh bah voilà autre chose. Je suis en panne de zapette ou quoi? J'ai l'air malin. Je suis dans rien. Mais non, Fred. Le 10 octobre 1793, ça n'existe plus. Le calendrier révolutionnaire est entré en vigueur. Tu aurais dû te zapper le 19 Vendémiaire de l'an 2. Elle est bien bonne. Bon, mais tu crois qu'elle peut faire ça, ma zapette? Bah, essaye. Bon, j'essaye. Demandez le vieux oh bah ça marche. Bonjour. Le vieux cordelier, demandez le vieux cordelier. Alors quoi de neuf depuis la mort du roi? Là aujourd'hui, le gouvernement se déclare révolutionnaire. Je peux t'en prendre un? Ouais, tiens, vas-y. Révolutionnaire, un gouvernement révolutionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un moment qu'elle a commencé la révolution. T'as raison, ça fait 4 ans. Depuis septembre 1792, la France est même une république. Enfin, façon de parler, car en ce mois d'octobre 1793, c'est la terreur qui est à l'ordre du jour. Les pouvoirs de l'État sont désormais entre les mains des montagnards, dont les hommes forts sont Robespierre, Danton, Saint-Just. Les montagnards, qu'on appelle ainsi parce qu'ils siègent en haut des bancs de l'Assemblée, ont renversé les Girondins, qui jusqu'à présent géraient les affaires de l'État. Ces deux partis politiques, si j'ose dire, sont composés de bourgeois, mais ils n'ont pas la même vision de la Révolution. Les Girondins sont des notables provinciaux proches des milieux d'affaires et du commerce. Les montagnards s'appuient davantage sur les classes populaires et la petite bourgeoisie. Disons que les uns sont à droite, les autres à gauche. Cette expression, elle est née pendant la Révolution française, car en effet, il se trouve que, par coïncidence, les plus radicaux siégeaient à gauche, alors que les plus conservateurs siégeaient à droite. Et on a maintenu, bien sûr, ces deux repères pour désigner les partis politiques jusqu'à nos jours. Les affrontements entre les deux clans ont été nombreux. Avec les Girondins, la situation économique de la France était désastreuse. Le prix du blé ne cessait d'augmenter. Le peuple est descendu dans la rue dénonçant les spéculateurs. Et les sans-culottes, favorables aux montagnards, ont pris d'assaut l'Assemblée. La Convention, en fait, sous la pression populaire, va décréter l'arrestation de quelques dizaines de députés girondins. Ils seront donc incarcérés, certains s'enfuiront en province, se cacheront pendant des mois, et ceux qui ont été arrêtés seront exécutés en octobre 1793. C'est ainsi que les montagnards ont pris le pouvoir, mettant en place un nouveau régime qui veut faire table rase du passé. Les révolutionnaires cherchent à établir une contre-culture qui soit opposée à la culture, bien sûr, aristocratique, mais surtout à la culture religieuse, qui est condamnée. C'est pourquoi, par exemple, Robespierre va chercher à substituer à Dieu un Dieu beaucoup plus vague, qu'il va appeler l'être suprême. Robespierre se méfie de l'athéisme, dont il pense qu'il pourrait effectivement créer une sorte d'indiscipline. Donc il recherche finalement un substitut à Dieu. On peut signaler aussi les noms des saints qui disparaissent. À la place, ce sont des objets. Certaines personnes se sont appelées brouettes ou portes ou arrosoirs, puisque ce sont les termes qui étaient désormais dans le calendrier. Les mois également ont changé de nom. On a parlé de Thermidor, de Fructidor. Et puis, pour lutter contre ce qu'ils appellent les ennemis de la Révolution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, on met en place un gouvernement révolutionnaire avec un comité de salut public doté de pouvoirs exceptionnels. C'est le début de la terreur. Sois prudent, Fred. Bah, il n'y a plus personne ici. Excusez-moi, vous n'avez pas vu mes copines citoyennes et leurs amis? Non, jeune homme, depuis longtemps. Et par les temps qui courent, allez savoir ce qu'ils sont devenus. Et demandez plutôt à monsieur, là. Il doit en savoir plus, lui. Bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je peux m'asseoir à votre table?
En principe, jeune homme, personne ne supporte ma présence à sa table. Pourquoi vous me dites ça? Je suis le responsable de la bascule à Charlot. La bascule à Charlot? Jamais entendu parler de ça. La guillotine, vous connaissez? Je suis le bourreau. Charlot, c'est moi. Hein. Je m'appelle Charles-Henri Sanson. Je commence à comprendre mon cauchemar, moi. Dites-moi, comment on devient bourreau? Ça se transmet. De père en fils, figurez-vous. Un jour, mon père devait exécuter une jeune noble du nom d'Angélique. Mon père, il a pas pu. Mais vraiment pas pu. Il m'a dit, fils, il est temps pour toi d'aider ton pauvre père. Il a ajouté, ça te fera la main. Oh. J'avais 18 ans. Et vous vous en êtes sorti? 3 fois, j'ai dû m'y reprendre. Les 2 premières, ça a provoqué un scandale. C'était avec une hache? Non, une épée. Un carnage. Parce qu'avant, la guillotine, c'était l'épée, le glaive ou la hache. Enfin, pour les nobles. Parce que les autres, c'était la corde, les supplices. Ouais, d'accord. Quel sale boulot! Ah, tu l'as dit. Jusqu'au XVIIIe siècle, les bourreaux sont tellement craints et indésirables qu'ils devaient loger en dehors des villes. Sous la Terreur, il y en a un par département. Le nombre d'exécutions est affolant. On guillotine parfois jusqu'à 30 personnes par jour. Quelle fréquentation, Fred. Hé, attends-moi! T'es sûr que tu veux pas boire un autre verre? Non, faut que je rentre. Parce que j'ai une famille et des petits bourreaux à nourrir, moi. Et d'ailleurs, ce soir, ça va encore être des patates. Oh, des patates, ça ferait plaisir à Parmentier, hein? Oui, bah toujours est-il que pré-midi, duodie, des patates. Tridie, quartidie, quinquidie, des patates. Sextidie, septidie, octidie, nonidie, des patates aussi. Et des caddies? Des caddies, des patates au beurre. Vous mangez des patates 10 jours par semaine, vous? Bah ouais, depuis leur calendrier révolutionnaire. Avant, c'était seulement 7 jours par semaine. Et tu me dis, ah, c'est pas mauvais, les patates, hein? Ouais, et le pain et le bœuf, c'est pas mauvais non plus. C'est pas la révolution qui a arrangé les choses. Et avec les mauvaises récoltes de cette année et les prix bas imposés par nos députés, eh ben, les paysans gardent leur grain. Et pas de grain. Pas de pain? Et pas de pain. Pas de chocolat! Écoute, Fred. En tout cas, à Paris, tout est rationné. Ouais, à la campagne, ça va pas mieux non plus. J'ai entendu dire que beaucoup de villes sont dans la guerre civile. Lyon, Bordeaux, Marseille, et j'en passe. De toute façon, les affaires vont mal un peu partout. Tiens, je te présente la bascule à Charlot. Enchanté. Excuse-moi, il faut que je l'affûte. Fallait venir ce matin sur la place. T'aurais assisté à l'exécution d'une femme bien courageuse. Et puis à celle de toutes ses amies. Les gens importants, hein. Une femme? C'est à te dégoûter d'être bourreau. Mon chien. Ariane! Tu m'excuses, CHS. Faut que j'y aille. CHS, ça l'écorcherait de m'appeler par mon nom. Charles-Henri Sanson, c'est quand même pas compliqué! Ariane, je suis content de te voir. J'ai vraiment eu peur qu'il te soit arrivé malheur. Salut l'ami. Comme tu vois, je suis en bonne santé. Eh ben, je préfère te voir ici qu'à Paris parce que tu sais que là-bas, les têtes tombent les unes après les autres. Et récemment, j'ai eu vent qu'une femme avait été guillotinée. Alors forcément, j'ai tout de suite pensé que c'était toi. C'était Olympe, mon ami. Son dernier pamphlet lui a été fatal. Elle appelait un référendum pour que les Français puissent choisir librement leur type de gouvernement. Elle écartait provisoirement la République centralisée. Et c'est la République qui l'a définitivement écartée. On n'a rien pu faire. Je suis très triste. Et ici, ça se passe comment avec les Bleus, comme vous les appelez? Comment? T'es pas au courant du dernier décret que Danton a fait voter? Quel décret? La réquisition de 300 000 hommes pour partir en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Ils voulaient les tirer au sort parmi tous les hommes célibataires entre 18 et 40 ans. Ça s'est pas passé comme ça, hein. Les hommes n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À Cholet, par exemple, ils ont résisté aux forces de l'ordre. Et ils sont constitués en armée. Et aujourd'hui, ils portent la cocarde blanche. Tu veux dire celle de la monarchie? Celle de la monarchie. Tu te rends compte? C'est la révolution contre la révolution. Elle a raison.
Il faut dire que depuis la chute de la monarchie, la province a du mal à suivre les événements qui se passent à Paris. En Vendée, les paysans ont déjà été choqués par l'exécution du roi et les mesures contre le clergé. La réquisition des hommes pour la guerre est l'étincelle qui embrase la région. Les paysans se rebellent. Ils attaquent les forces de l'ordre et se livrent à quelques massacres contre les partisans de la Révolution. C'est le début des guerres de Vendée. Ils ne savent pas se battre contre les gardes nationaux, par exemple, qui tiennent les villes. Et donc, ils vont aller chercher des nobles, des aristocrates, qui sont tous, pour la plupart, d'anciens militaires. Charette, par exemple, qui est un ancien militaire. Néanmoins, pour donner le change, on choisit comme premier généralissime en Vendée un roturier, qui s'appelle Catelino, qui sera donc un peu le représentant bien de cette armée catholique et royale, car on se bat pour le roi et pour la religion. Cette armée, formée d'hommes inexpérimentés, va pourtant réussir à mettre l'armée républicaine en déroute et à prendre le contrôle de plusieurs villes. D'autres mouvements contre-révolutionnaires se développent dans le Midi, en Alsace, en Normandie ou encore en Bretagne où il prend le nom de chouannerie. À Paris, la Convention prend un décret qui condamne à mort les personnes arborant la cocarde blanche. Puis pour mater l'insurrection vendéenne, on envoie des soldats chargés de brûler tous les villages. On les appelle les colonnes infernales. La première guerre de Vendée, en fait, va se terminer en 2 temps. Tout d'abord, premier épisode, décembre 93, les armées vendéennes sont vaincues à Savenay. La guerre reprend tout de suite après, suite aux colonnes infernales, mais en 95, lorsque la terreur cesse à Paris, les Vendéens obtiennent du gouvernement révolutionnaire la possibilité d'une part de ne plus partir à la guerre et d'autre part que leurs prêtres, les prêtres qui avaient refusé finalement de prêter serment à la Constitution, puissent retrouver leur poste. À partir de ce moment-là, les 2 revendications essentielles sont satisfaites et les Vendéens rentrent chez eux. On estime que les guerres de Vendée ont fait entre 80 000 et 200 000 morts. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Ça te dirait, beau gosse, de toucher à l'amour? Sans pas de sang, vous êtes gentil. Ouais, on se connaît. On s'est déjà rencontrés aux Tuileries. Vous étiez la servante de la reine. Eh oui, avant je déshabillais la reine, maintenant c'est moi qu'on déshabille. Bon, allez, tu m'offres à boire. Allez, volontiers. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est une boum? Ils viennent de planter un arbre, symbole républicain de la liberté. Ah bon? C'est ton collègue Lemoine là-bas. Hé, Lemoine! Il a pas l'air en forme, hein. Alors? Comment tu vas depuis la dernière fois? Mal, très mal, je vais très très mal. Un peu au chômage technique, comme madame. Madame n'a plus soif, mais tu peux boire à ma santé. C'est vrai que maintenant, il va falloir penser à te recycler, hein. C'est le moment de retourner sa veste. Plus de roi, plus de reine. Je vais aller postuler chez les sans-culottes, moi, si ça continue. Non mais t'imagines, plus de roi, plus de reine. Le chôme-du, quoi. Eh, dis-moi, Lemoine, qu'est-ce qu'ils font les gendarmes derrière, là? Contrôle les identités. Ils ont instauré une sorte de carte civique pour savoir qui est qui. L'ancêtre de la carte d'identité, quoi. Bonjour, messieurs. Vos papiers, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tout de suite, messieurs. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai. C'est pas réglementaire, ça. Et puis la photo d'identité en couleur de 194, ça n'existe pas. C'est ta carte de suivi, ce que je veux voir. Allez, s'il nous fait pas d'histoire. Arrêtez, je suis journaliste. C'est ça. Et nous, on est les Dupont. Dommage. Il était sympa, ce jeune, hein. Il va finir au tribunal révolutionnaire. Parlons-en du tribunal révolutionnaire. Sous le régime de la terreur, qui dit suspect dit condamné à mort. Et les suspects sont nombreux, car la délation est devenue une vertu. Il suffit parfois d'être dénoncé pour être guillotiné, sans vrai procès. Les tribunaux, bien sûr, étant des lieux publics, on peut donc participer au jugement. Donc il y a une pression, déjà de la foule. Les sans-culottes sont plutôt extrémistes. Donc la peine qui est souvent sollicitée, c'est la peine de mort. Il y a un accusateur public assez célèbre, il s'appelle Antoine Fouquier-Tinville, il est redoutable. Et bien entendu, il faut reconnaître que la défense des accusés est très peu présente. Ironie du sort, ceux qui ont instauré la terreur vont eux-mêmes être victimes de cette justice arbitraire et expéditive. Le comité de salut public arrive ainsi à éliminer Hébert, un révolutionnaire extrémiste, qui souhaitait les mesures les plus terroristes, puis Danton, qui à l'inverse souhaitait que le régime de la terreur s'arrête.
Lors des procès durant lesquels Danton et Hébert seront condamnés, on s'arrange par exemple pour mêler au sein des condamnés d'autres condamnés qui n'ont rien à voir, pour faire une sorte d'amalgame. On met par exemple des vrais royalistes. En France, pendant la Terreur, 17 000 personnes sont guillotinées. Allez, suivant! Silence! Citoyen, alors, on me dit que tu n'as pas de papier? Pas de cocarde? Attendez, j'ai rien fait. J'ai juste présenté ma carte d'identité. Monsieur le procureur, tout ça, c'est une blague. Je ne sais pas ce que tu entends par blague, mais ici, tu es dans un tribunal révolutionnaire. Ah, et on plaisante pas. Citoyen, je crois que ton cas est désespéré. D'accord, si je comprends bien. J'aurais dû venir avec ma tête sous le bras, c'est ça? Eh ben c'est ça, mon pote, t'as tout compris. Allez, au suivant! Au suivant! Oh, mais arrêtez! Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cette boucherie? La Terreur ne s'arrêtera qu'avec la chute de Robespierre, de 9 thermidors en 2. L'incorruptible, comme on l'appelle, est victime d'un complot monté par d'autres montagnards, partisans d'une terreur à outrance, mais qui craignaient eux aussi de figurer sur la liste des guillotinés. Les députés décrètent alors l'arrestation de Robespierre, qui sera guillotiné dès le lendemain avec 21 de ses partisans. Ainsi se termine la période la plus terrible de la Révolution, mais qui, sur certaines idées, fut sans doute aussi la plus généreuse. C'est une époque où l'on voit apparaître des mesures tout à fait étonnantes, tout à fait spectaculaires, même si elles ne suivront pas finalement leur cours. C'est par exemple l'abolition de l'esclavage, qui avait été refusée au début de la Révolution, parce qu'il y avait des intérêts dans les colonies. C'est aussi la loi dite du maximum, où on tente de fixer les prix, d'empêcher cette inflation qui crée bien sûr des conditions extrêmement difficiles au sein du petit peuple de Paris. Et l'on voit apparaître des mesures qu'on pourrait peut-être appeler des mesures sociales déjà finalement, et on préfère finalement prendre l'argent chez les plus riches et tenter d'assurer, je dirais, le minimum vital pour ce groupe social qui est, il faut le dire quand même, le principal soutien du gouvernement révolutionnaire. Je comprends mon cauchemar maintenant. Comment je vais me sortir de cette histoire-là, moi? CHS! Non, pas toi! Une fois que je trouve quelqu'un qui accepte de boire à ma table! Remets-toi! Dis-moi, est-ce que je peux formuler mes dernières volontés dans cette situation? C'est quoi tes dernières volontés? Prends le truc qui est dans ma botte, derrière. Là. Ça, ouais, ça. Appuie sur le bouton rouge et nourris bien tes petits bourreaux. Dis donc, tu t'en sors bien. Pas de problème, j'ai ma zapette. Oui, mais un jour, ça marchera pas. Bon, pourquoi ça marcherait pas? T'as vérifié les piles au moins? Ah, t'as raison, j'avais pas pensé. Ah, tu vois, t'aurais pu tomber en panne de piles. Ah oui, mais j'ai mon chargeur. Ah, parce que tu crois qu'il y avait de l'électricité sous la Révolution française? Bah non, évidemment. Donc, tu t'en sors bien. Il a toujours raison.